Bonjour. Le nouveau livre de Martin Amis, Inside Story, se présente comme une autobiographie avec beaucoup de fiction à l'intérieur, ou alors comme une fiction avec beaucoup d'autobiographie à l'intérieur. Mais bon, quelle que soit la définition, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que c'est une invitation formidable faite par l'un des plus grands auteurs anglais de sa génération à venir l'accompagner dans les décennies qui viennent de s'écouler. Et c'est ainsi que nous allons voyager avec Martin Amis, nous allons rencontrer les amis de Martin Amis, nous allons traverser les événements qu'il traverse et affronter avec lui aussi les soubresauts du monde. Tout ça se fait au prisme de la littérature, c'est un formidable livre de passeur, un livre de déclaration d'amour, aussi bien à l'écriture, de nombreux conseils sont glissés autour des pages, mais aussi de lecture. Il y a énormément de citations qui vous donnent beaucoup d'envie de lecture après avoir terminé ce livre. Tout ça se fait aussi au prisme de la politique, de la philosophie. Énormément de sujets vont être abordés d'énormément de manières. Mais tout ça est porté par la gouaille et le style extraordinaire de Martin Amis, ce mélange d'érudition, de finesse d'analyse, d'humour, de férocité aussi, et son côté à la fois coup de fouet et émotion, qui font qu'on est totalement transporté par ce livre, qui est un cocktail absolument vivifiant en ce début d'année, et Dieu sait qu'on en a besoin. Alors, Bernard Turle, bonjour. Vous êtes le traducteur de ce monstre qui est Inside Story. Alors forcément, moi, la première question que je voulais vous poser par rapport à ça, c'est quand vous voyez arriver ce livre, impressionnant déjà physiquement, comment vous l'abordez ? Ben déjà, je ne suis pas trop impressionné parce que c'est ce que j'aime, ma vie ne serait rien sans ce genre de bouquin. Donc ça me va tout à fait, je n'aime pas beaucoup la simplicité, donc je suis dans l'eau qu'il me faut. Après, Martin Amis a une réputation, oui, il impressionne, ce n'est pas le Martin, c'est du moins ce que racontent les journalistes. Moi, ce n'est pas l'impression que j'ai, en tout cas ce n'est pas l'impression du traducteur qui traduit un auteur qui est l'un des plus géniaux que je traduis, et j'en traduis pas mal. Et voilà, je me glisse devant. De toute façon, il commence en invitant le lecteur ou la lectrice dans son appartement. Il offre une tasse de café ou un alcool. Donc ça va très bien, moi je me glisse et je suis. Il m'a invité, je réponds à l'invitation, c'est tout. Alors le livre va se découper en grandes parties, qui semble donner une structure assez solide à l'ouvrage. Et en même temps, ce qui va frapper dès l'introduction, c'est la manière dont Martin Amis va glisser des sujets dans le sujet et se permettre, dans un formidable numéro d'équilibriste, de nombreuses digressions. Et je veux évoquer une chose qui me paraît très importante à la lecture de ce livre, quelque chose qui est souvent, moi le premier, gênante, alors que là c'est une vraie qualité du livre, c'est les fameuses notes qui parsèment ce texte en fait. Bizarrement, je suis peut-être complètement à côté de la plaque, mais moi je trouve que ce livre, qui pourrait paraître très érudit, très classique d'une certaine manière, même s'il a la réputation d'être iconoclaste, pour moi ça ressemble beaucoup à ce que font les jeunes d'aujourd'hui, c'est-à-dire d'introduire des images dans le texte, des paragraphes à gauche, à droite, enfin ça se mélange un peu tout, et j'ai l'impression que sous une forme, comme vous dites, qui paraît nette et définie au départ, on a quelque chose qui est révolutionnaire. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Et j'ai beaucoup traduit, et je dois dire qu'en arrivant, moi aussi comme lui, en fin de carrière, c'est un bonheur que d'avoir traduit ce livre parce que c'est une espèce de somme. Je n'ai pas traduit tout Martin Amis, mais j'ai traduit trois de ces derniers. Et rien que là, dans ce livre-là, on a une somme de ce qu'il a déjà fait. On reprend ce qu'il a déjà fait et contrairement à ce qu'on peut dire parfois, il n'est pas du tout... Martin Amis n'est pas un seul auteur, c'est plusieurs auteurs, c'est un vrai littéraire, c'est un vrai écrivain qui peut, comme un acteur, prendre 1000 peaux différentes. Et ces 1000 peaux, effectivement, on en retrouve au moins 999 dans celui-ci. Oui, dans des fausses. Dans des fausses. Ce qui est
alors ce qui est fascinant, mais ça c'est lui qui le dit, c'est que le personnage féminin principal, hormis son épouse qui apparaît comme, qui est d'ailleurs une écrivaine connue, bon, ou ses enfants, dont c'est très, voilà, on pourrait être chez soi et parler entre amis. Et puis il y a ce personnage de Phoebe qui est son amoureuse d'une certaine époque, personnage assez particulier, et qui, dit-il, il ne le dit pas vraiment dans le roman, il ne l'écrit pas, mais qui est un faux, enfin un personnage de fiction, au milieu d'écrivains, ses amis, quand il m'avait annoncé le sujet il y a quelques années, il m'a dit je vais écrire sur mes amis décédés, des 3 écrivains. Et en fait c'était le point de départ apparemment du livre, mais c'est devenu, comme vous l'avez dit, une sorte de autobiographie, de fausse autobiographie. Et on s'aperçoit, ce que je trouve fascinant, parce qu'on a un auteur dont on dit qu'il est très froid, sévère, un peu, bon, sa réputation est un peu sulfureuse, et en fait il y a une humanité que je trouve extraordinaire dans ce livre, hormis son intelligence que j'ai toujours trouvée capitale chez lui. Donc on a un mélange on a ce personnage qui est soi-disant un personnage de fiction, les personnes comme Saul Bellow qui est un personnage qui existe de la littérature américaine primordiale, et on navigue entre ça, entre Londres, New York, des voyages ailleurs, les époques, l'art du flashback est arrivé là à un sommet. Pour moi c'est un chef-d'œuvre. Je suis assez d'accord. D'autant plus que sur la ligne de départ, on vous annonce, voilà, l'autobiographie de Martin Amis, ok, joli bébé. Bon, ok, j'étais pas hyper emballé par l'idée du livre, en fait, sur ça, Oui. si ce n'est que dès l'ouverture, on est totalement happé, que la taille est absolument nécessaire. C'est-à-dire que... C'est une vie. C'est une vie. C'est une vie. Et c'est... totalement hypnotique, alors qu'effectivement, on n'est pas dans les rebondissements successifs, ça prend son temps, ça part à gauche, ça part à droite, c'est souvent très drôle. Exactement. Même quand il est féroce, Virginia Woolf prend un peu cher d'ailleurs, Oui, il y en a plusieurs, hein, mais c'est vrai que Virginia est un peu recadrée. Tout ça crée voilà, une source de vie, et en fait quand ça se termine, on a juste envie qu'il en écrive une autre en fait. Oui, en même temps, je trouve très courageux de dire que, à la fois, parce que dans les autobiographies, quelles qu'elles soient, souvent, bon, moi j'aime bien les autobiographies, mais il n'y a qu'une chose, c'est que ça se termine toujours mal. Et là, en fait, ça se termine bien, non seulement parce qu'il a l'art de nouer le ruban avant la fin, avant que ça ne dégénère. D'ailleurs, il décrit l'évolution des auteurs, même qu'il aime, à la toute fin, à notre époque où on vit très vieux et où on peut écrire très vieux et où je suppose les éditeurs vous demandent de nouveaux livres, il a plutôt l'impression de dire, mais peut-être ce sera faux, on verra dans l'avenir, mais qu'il ne veut plus écrire. Mais il a aussi une façon d'écrire la mort, qui est souvent un sujet qu'on préfère éviter, et peut-être à cette période encore plus. Mais je trouve ça extraordinaire, sa description de la mort et du mourir, parce qu'il a un merveilleux développement sur la différence entre le mourir, l'instant, et puis ce que c'est que la mort, c'est-à-dire le rien, et donc c'est pas la peine de se soucier de la mort puisqu'on ne saura plus rien. Donc il y a à la fois cet éloge de la vie, l'éloge de sa propre vie à travers, en fait, cette autobiographie, il a déjà écrit une autobiographie, donc c'est pas une autobiographie, mais on voit à quel point sa vie, et on peut espérer la nôtre, et notre autobiographie, comme la sienne, parce qu'on s'identifie, elle est faite des autres. En fait, c'est en racontant la vie des autres qu'il se raconte, et il n'a pas besoin de se raconter, en fait. L'autobiographie, elle est là, elle est à travers ses amis, sa famille. Je trouve qu'il y a des développements extrêmement chaleureux sur la paternité. Je trouve que sa façon d'entrevoir son rôle est extraordinaire. Et venant de moi, je peux dire que c'est un gros compliment. Je veux dire, voilà, il y a des choses absolument ravissantes. Pourtant, j'ai travaillé, je suis sans doute l'un de ceux, à part lui, qui a travaillé le plus sur ce livre, et les autres traducteurs dans les autres langues.
Je n'arrive pas encore aujourd'hui, maintenant que le livre est paru, qu'il reçoit des éloges, je ne comprends toujours pas pourquoi je l'ai tant aimé. Mais c'est une bonne question, effectivement, parce que, voilà, si en le décrivant, on peut très vite l'enterrer, entre guillemets, ce livre. Peut-être. Et alors qu'il n'y a aucun round d'observation dès l'invite. On est transporté, et comme vous l'évoquez, il est important que c'est une autobiographie, mais une autobiographie au prisme effectivement de ses amis. Le livre, on n'est jamais à je suis né en et j'ai fait. Non. C'est pas du tout ça. C'est l'évocation de ses amis et ce système que vous évoquez de flashback remarquable qui nous porte et qui font de ce livre un livre à la fois extrêmement personnel, bien évidemment, et en même temps quelque chose de totalement universel, et notamment dans ce très beau rapport qui traverse le livre à la mort, oui, et qui est un formidable hommage à la vie. Et les personnages qu'il finit par décrire, les 3 biographies qu'il écrit de ses 3 principaux amis écrivains sont remarquables. Ça pourrait être des parties séparées, mais en fait tout est lié. C'est lié, c'est mélangé avec un petit voyage à Saint-Malo ou une description d'un quartier de New York ou d'un hôpital à Houston et dans ce sacré système médical américain. Voilà, donc c'est... Voilà. Remarquable. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et bonne lecture à tous. Bonjour à tous, bonjour Emmanuel. J'ai donc la joie de présenter le tout nouveau roman d'Emmanuel Flech, Le cœur à l'échafaud. Alors, Le cœur à l'échafaud, en fait, raconte l'histoire d'un procès d'assises. On va juger le jeune Walid, qui est accusé d'avoir violé sa belle-mère, qui est donc la mère de sa fiancée. Alors j'ai déjà une première question, Emmanuel. D'abord, bravo pour ce livre qui m'a vraiment tenu en haleine jusqu'au bout. Et c'est un vrai coup de cœur. Et donc ma première question, c'est comment vous est venue l'idée d'écrire ce roman ? Merci pour cette présentation, Nathalie, bonjour. Comment est venu ce roman? En fait, c'est 3 idées qui n'avaient rien à voir au départ les unes avec les autres et puis qui se sont mêlées en fait une fois que j'ai refermé le livre Soumission de Michel Houellebecq qui m'a beaucoup intéressé mais qui m'a mis aussi très mal à l'aise, comme je pense beaucoup de lecteurs. Et donc j'ai essayé d'imaginer, je me suis demandé en fait ce qu'aurait donné ce genre de livre s'il avait pris le scénario inverse, c'est-à-dire en fait le cas de figure le plus plausible avec une victoire de l'extrême droite au second tour. Et ça s'est mêlé avec 2 idées que j'avais, qui étaient d'une part de raconter la trajectoire d'un jeune de quartier qui pourrait être un de mes élèves en fait, et qui parviendrait à vraiment changer de milieu social, à s'immiscer dans la bourgeoisie intellectuelle. Et puis j'avais aussi, j'ai été juré en 2009, juré d'assises, et donc j'avais commencé un peu un roman qui se terminerait aux assises, et puis ça n'avait pas fonctionné. Et ces 3 idées se sont mêlées, ça a donné le cœur à l'échafaud. D'accord, parce que ce qu'il faut dire effectivement, c'est que c'est un procès d'assises qui paraît au départ tout à fait normal dans notre société. Ça pourrait être finalement un procès qui a lieu aujourd'hui, sauf que petit à petit, il y a des éléments perturbateurs en fait, parce que l'accusé risque la peine de mort, l'accusé risque donc d'avoir sa tête tranchée, et là on se dit, tiens, c'est bizarre, on est dans notre société, mais en même temps, on ne l'est pas. Et donc la question c'est, est-ce que c'est un roman d'anticipation? Est-ce que c'est un roman qui finalement nous avertit sur un danger parce que vous sentez peut-être que l'extrême droite n'est pas loin? Voilà, est-ce que vous avez, quelle est la part en fait de fiction et d'interrogation de l'état de notre société finalement? Oui, alors effectivement, ce qui m'intéressait, c'était de jouer un petit peu sur les 2 tableaux, de mélanger vraiment une histoire qui se déroule dans un univers très familier, dans la France qui est la nôtre, et d'être dans l'anticipation, mais seulement mettre un pied en fait dans une anticipation qui vire un peu au cauchemar d'ailleurs, mais de façon très progressive, très pointilliste.
Et donc l'idée, c'est vrai que c'était à la fois, bon, on comprend assez rapidement que l'extrême droite est arrivée au pouvoir en fait, donc de mettre en scène ce pouvoir en forme d'épouvantail, hein, d'essayer d'imaginer en fait les extrémités auxquelles pourrait nous conduire ce type de régime. Et en même temps, effectivement, c'est aussi un peu le procès de notre époque, ou en tout cas un roman que j'espère qui est un peu un miroir des glissements dans lesquels en fait qu'on a déjà opéré, des lignes rouges qu'on a déjà franchies, et de ce que c'est que de grandir, d'être un jeune homme ou une jeune femme. Hein. Il y a aussi la sœur de l'accusé qui vient témoigner, il y a un copain d'enfance. Donc de montrer aussi aujourd'hui, dans la France actuelle, hein, qui n'est pas la France du Rassemblement national, dans la France d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que grandir dans un quartier populaire, et qu'est-ce que ça signifie vouloir un petit peu quitter son milieu, qu'est-ce qu'il en coûte, qu'est-ce que ça implique en termes de solitude, de questionnement identitaire aussi. Est-ce qu'on peut quitter les siens, quitter son quartier, sans se trahir soi-même, sans trahir ses proches? Donc c'était un peu le cœur de mon sujet que je voulais un peu interroger. Et effectivement, après, la dimension politique prend le dessus, et voilà, il ne faut pas trop dévoiler un peu ce qui se passe, mais dans la deuxième partie du roman, c'est vrai que c'est ça qui passe au premier plan. Alors on s'attache assez rapidement finalement à ce jeune Walid. Bon, on prend quand même parti pour lui au début. On se dit, mais est-ce que c'est vraiment possible cette histoire-là? Il y a un autre personnage, en fait, il y a plusieurs personnages très intéressants. Il y en a un autre qui apparaît dès le début du roman, c'est donc l'un des jurés. Donc vous avez donné en fait à ce personnage de juré une place assez centrale, presque aussi centrale que pour Walid. Et donc qu'est-ce qui vous intéressait de montrer dans ce personnage? Oui, tout à fait. Alors même pendant la première version du roman, il avait une place encore plus importante, et puis ça déséquilibrait un petit peu la narration. Mais oui, c'était l'idée d'accompagner le lecteur en fait, de lui tenir la main pour l'emmener à l'intérieur de ce procès, dans les coulisses des assises, qu'on vive vraiment l'expérience de ce que c'est qu'un juré. C'est quelque chose qui m'a énormément marqué, évidemment. Moi, j'ai jugé 2 affaires, deux crimes, enfin un meurtre et un assassinat. Et donc, je voulais vraiment retranscrire l'expérience physique de ce que c'est que de se retrouver à juger l'un des nôtres. Du coup, voilà, c'était important qu'on soit aussi vraiment dans le point de vue de ce juré. Il y a aussi une jurée qui prend un peu moins de place, mais qui est quand même aussi présente, qui a voix au chapitre. À la fois pour montrer ce que c'est que les questionnements que ça implique, voilà, de se retrouver dans cette position. Tout d'un coup, on est transformé en magistrat, comme ça, par un coup du sort. Ça, c'est assez violent, c'est assez impressionnant. Et puis après, moi, je connaissais peu, j'ai jamais été jugé, enfin, j'avais jamais été dans un tribunal. Et ce qui est vraiment frappant, c'est la dimension théâtrale, et en l'occurrence, aux assises, la dimension tragique, en fait, d'un procès. En tant que juré, en fait, on lit rien du tout, hein. On n'a pas connaissance du dossier, il est vite fait résumé par le président. Et puis on découvre, donc il y a un vrai suspense en fait. On commence par la périphérie de l'affaire, puis petit à petit on se rapproche du crime. Et donc il y a une montée en tension, un vrai suspense, avec un climax, avec une sorte à la fin, donc le réquisitoire et puis le délibéré. En fait, pour un romancier, c'est formidable. Il n'y a qu'à se pencher, quoi. Le dispositif narratif, il est tout prêt. Donc ça, c'était quelque chose de très fort. Puis c'est aussi, voilà, il y a les costumes, on est sur une estrade, on se retire en coulisses de temps en temps. Il y a les joutes oratoires, donc c'est très théâtral. Et en même temps, il y a la violence des émotions est vraiment extrêmement frappante. C'est-à-dire que c'est une tragédie, mais en fait une tragédie réelle, quoi. Et quand on voit certains témoins qui rentrent comme ça dans la salle, on a l'impression qu'ils vont s'effondrer, que leurs jambes ne les tiennent plus, certains ne trouvent plus leurs mots. Il y a une collusion aussi, une collision de niveau de langue aussi entre les magistrats, la langue judiciaire, ce dossier très écrit, et puis certains témoins qui maîtrisent peu ou mal le français. Et donc tout ça, j'ai essayé de le rendre un petit peu dans le roman, pour montrer à la fois
la violence des passions, et puis aussi le côté fragile de la justice, c'est-à-dire que la justice est censée être aveugle, peser le pour, le contre, etc. Mais la justice n'est pas sourde, elle a des oreilles, et effectivement la parole d'un jeune de quartier ou la parole d'un professeur de fac, parce que dans mon roman il y a un personnage important qui est professeur de fac, qui fait partie du même univers que les magistrats ou que les avocats, et leurs paroles évidemment n'ont pas le même poids dans un prétoire, et ça c'était intéressant de faire ressortir cette différence. En tout cas, en vous écoutant, on a vraiment l'impression, moi qui ai lu le livre, que c'est exactement tout retranscrit dans le livre. Il y a un véritable suspense, jusqu'au bout on ne sait pas. C'est absolument passionnant, intéressant. Bon, on n'a pas le temps non plus d'en dévoiler plus. Je voudrais juste quand même terminer sur un mot, c'est qu'il y a beaucoup aussi de références historiques. Donc non seulement on se trouve pris dans ce suspense et on se sent soi-même responsable de ce procès, et en même temps c'est très documenté, vraiment c'est admirablement écrit, passionnant. Merci. Bah oui, alors l'histoire, c'est vrai que ça aussi, ça me tenait à cœur. Bon, moi j'ai fait des études d'histoire, j'ai passé du temps dans les archives, c'est quelque chose qui m'a passionné, d'ouvrir des lettres, des choses qui peuvent être intimes, qui n'ont peut-être pas été lues depuis 70 ans. Voilà, il y a quelque chose d'assez émouvant en fait dans la recherche historique. Et c'était aussi l'idée, voilà, de prendre le contre-pied, ou en tout cas de prendre à partie le roman national dans sa version identitaire, qui prend de plus en plus de place en fait dans notre imaginaire collectif, dans le débat public, et de le prendre au mot, c'est-à-dire de pousser les curseurs de cette vision un petit peu étriquée en fait de notre identité collective, une vision presque un peu naïve, un peu enfantine, une histoire pleine de rois, pleine de héros, pleine de testostérone, et puis où est le peuple là-dedans, où sont les luttes sociales, où sont les résistances, où est l'histoire de l'immigration, qui est quand même l'histoire de la classe ouvrière. Et donc à la fois rendre hommage, voilà, à des personnes qui ne font pas l'histoire, enfin qui la font dans leur coin, et puis aussi de réinterroger quand même finalement le fond idéologique de l'extrême droite, de la droite extrême, de l'extrême droite plurielle, on peut appeler ça comme on veut. Donc depuis il y a l'expérience de Vichy, évidemment, que j'ai intégré un petit peu dans cette narration. Et même aussi un peu toutes les marottes de certains polémistes sur les prénoms français, sur cette vision extrêmement autoritaire, intimidante de l'identité nationale. Et voilà. C'était presque amusant, c'est effroyable, mais c'était presque amusant de jouer avec ces codes, avec ça, et de les pousser pour imaginer ce que ça donnerait en vrai. Et voilà, effectivement, ça donne quelque chose d'assez terrible. Voilà. En tout cas, c'est un roman extrêmement riche, et je lui souhaite tout le succès qu'il mérite, et je vous remercie de cet entretien. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bonjour à tous, bonjour Bénédicte. Bonjour Olivier. Je vais vous faire d'abord, avant de poser quelques questions à Bénédicte, une petite présentation en fait de son roman. Donc c'est l'histoire de Paul qui a une vie un peu ordinaire. La journée, il travaille à la poste et le soir, il se retrouve un peu seul chez lui jusqu'à ce qu'il fasse la connaissance de sa nouvelle voisine, Mylène. Et donc au fur et à mesure, donc ils vont pas forcément se rencontrer comme ça. Et lui, il va noter en fait dans un carnet ses allées et venues jusqu'à ce qu'ils fassent leur rencontre devant les boîtes aux lettres. Et en fait, ils vont commencer à faire connaissance. Et par contre, Mylène, elle va pas être, elle va être un peu, c'est pas ambigu, la situation est un peu ambiguë, mais elle va plutôt fermer finalement la relation qui s'est un petit peu développée entre eux deux. Donc Paul se retrouve à nouveau seul et il va faire connaissance finalement avec quelqu'un qui travaille avec lui au bureau de poste, qui s'appelle donc Angélique. Voilà. Et à partir de là, va commencer en fait, va avoir un engrenage qui va faire que les deux personnages donc vont tomber amoureux l'un de l'autre. Mais comme on dit dans un mariage,
c'est pour le meilleur et aussi pour le pire. Donc le meilleur arrive, mais le pire aussi va arriver. Donc ce qui est très bien aussi dans le roman, c'est que ça se lit, dès qu'on commence les pages, on est vraiment pris, on est happé par le texte, non par l'écriture justement. Et on a vraiment envie de savoir en fait ce que vont devenir les personnages. Alors je vais commencer à aborder des questions avec vous. Le thème central, on peut dire, je pense que c'est les violences conjugales. Oui. Et est-ce que pour vous, vous pensez que c'est inéluctable ? Non, c'est pas du tout inéluctable. En fait, là, Paul va devenir violent suite à plusieurs événements, mais il n'était pas obligé de devenir violent. Tout homme qui a eu un passé difficile ne devient pas violent. Non, c'est pas inéluctable du tout. Et en fait, on peut dire que Angélique et Paul vont en fait être pris dans une spirale un peu infernale. Ils sont, oui, tous les deux pris dans une spirale. En fait, Paul dans sa propre spirale de violence et à toujours se chercher des excuses. Et Angélique, elle est vraiment en recherche de l'amour et du coup, elle va occulter certaines choses de Paul, essayer de trouver le meilleur, essayer de s'accrocher parce qu'elle y croit, elle veut y croire, sans pour autant être sotte. Parce qu'elle est quand même lucide, elle sait ce qui se passe, elle sait que c'est pas bien. Tout comme Paul, il est aussi lucide, il sait que ce qu'il fait, c'est pas bien. Mais voilà, il y a une forme d'engrenage qu'aucun des deux n'arrête, lui dans sa manipulation, elle victime, et c'est la spirale qui se met en place. Et donc du coup, en fait, eux deux, ils sont à la recherche d'un bonheur absolu. Totalement, elle est vraiment à la recherche de l'amour, mais en même temps, lui aussi, il est à la recherche de l'amour. Et c'est cette quête qui fait qu'ils sont toujours ensemble, mais oui, il y a quand même une recherche. Il y a quand même une recherche de l'amour, du bonheur. Et on va parler un peu de votre style, parce que je le trouve très vif, très précis, très rythmé. On a vraiment l'impression de lire un thriller, en fait. Oui, c'est un petit peu comme ça qu'il est construit. Déjà, c'est une histoire qui est assez sombre, puisqu'il s'agit de la violence conjugale. Et en fait, c'est vraiment cette idée un peu d'urgence, un peu quand on entre dans le roman, on est pris dans cette urgence, un peu comme un thriller. On a envie de savoir, en effet, ce qui va se passer pour les personnages. Est-ce que ça va s'arrêter ou est-ce que ça va devenir de pire en pire ? Donc, c'est un roman, je pense, qui peut être mis et dans la littérature blanche, mais et dans la littérature noire. Il est entre les deux. Il peut être lu par les deux types de lecteurs. Bien sûr. Et en fait, c'est un peu comme tout, la vie privée. Il y a la vie publique, et donc à l'agence de la Poste, et la vie privée. Et finalement, parfois, on ne sait vraiment pas ce qui se cache derrière les portes. Tout à fait. Là, c'est exactement ça. Parce que finalement, Paul, c'est un voisin, c'est un collègue, il est pas désagréable à la Poste, il n'est pas désagréable dans son travail, il a une sœur, il a des frères, il est vraiment ordinaire, il est pas désagréable. Mais on ne sait jamais ce qui se passe derrière la porte des gens, en fait. Et c'est ce que je montre aussi, c'est-à-dire qu'il rentre chez lui et c'est pas le Paul, c'est pas l'image qu'on a eue de ce Paul, c'est ce qui est dérangeant parce qu'on pourrait se dire mais c'est un pauvre type, il n'a pas de chance, il est ordinaire mais il n'est pas désagréable, mais en fait il est monstrueux. Et donc en effet quand on ferme la porte quand il ferme la porte de chez lui, quand il ferme la porte avec Angélique, c'est pas le même homme. Et donc c'est votre premier roman. Oui. Et je voudrais savoir en fait comment vous est venue l'idée de ce roman. En fait, c'était une nouvelle à la base et c'est une nouvelle que j'ai eu envie de poursuivre parce que cette nouvelle s'arrêtait à la rupture avec Mylène. Et en fait, c'est l'idée que je donnais à Lisa, l'éditrice, c'est d'avoir mis les chaussures de Paul et d'avoir eu envie de continuer son histoire et d'imaginer ce qu'il pourrait faire, ce qu'il pourrait lui arriver, ce qu'il pourrait devenir. Donc là, c'est exactement ça, c'est l'idée de ce Paul et qu'est-ce qu'il va faire. Et en fait, ça s'est enchaîné comme ça. Parce qu'à la base, je ne suis pas partie avec l'idée d'écrire sur la violence conjugale. C'était l'idée d'écrire
ce qui nous construit, comment on peut devenir et pas comment on va devenir, hein, puisque je dis bien peut, parce que c'est pas une obligation de devenir ce qu'il devient. Et du coup, pourquoi avoir abordé le thème de la violence conjugale ? En fait, ça s'est fait comme ça. C'est en mettant les chaussures de Paul et en continuant. Et ensuite, il rencontre Angélique et je me disais, mais il est avec ses petits carnets, il a déjà un côté un petit peu pathologique. Donc, il a rencontré Angélique et en fait, ça s'est fait tout seul. Il est devenu violent, mais sans que je sois partie avec cette idée. Ça s'est fait comme ça. D'accord. En fait. Et comme c'est un thème que je trouve très important et c'est un thème dont j'ai envie de parler, voilà, c'est important et peut-être d'imaginer ces hommes et peut-être d'imaginer nous à l'extérieur ce qu'on peut faire pour que ces hommes ne produisent pas ce genre de comportement. C'est aussi ça, c'est important d'en parler et de parler des deux protagonistes en fait, du couple. Il y a un moment, Angélique dit même que en fait, elle veut se changer, enfin faire des choses pour justement garder l'amour. Et en fait, c'est parfois des petites choses qui fait qu'en fait, on s'oublie un petit peu. Elle s'oublie complètement, Angélique. Elle s'oublie, mais elle le fait à la fois consciemment et à la fois inconsciemment. C'est-à-dire qu'elle a tellement envie que ça fonctionne parce qu'elle a aussi un passé, parce qu'elle a aussi été construite par son histoire. Elle va forcément, quand il y a des prémices de cette violence, elle les voit, elle le sait, et d'ailleurs elle le dit, mais elle s'accroche, donc elle va se remettre en question pour que ça fonctionne. Et c'est là où en fait Paul va se glisser dans les brèches, il va profiter de ces efforts qu'elle fait pour finalement la dominer, pour finalement la maltraiter. Et en tout cas, j'espère que vous lirez ce livre avec passion. Que moi, je l'ai dévoré et en tout cas, j'ai envie de connaître la suite. Voilà, je vous souhaite une très bonne lecture. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accompagner pour faire plus ample connaissance avec Julien Guerville, dont le premier roman, Amanita, est paru le 6 janvier. Pour moi, c'est une très belle découverte de cette rentrée d'hiver. Au bout de quelques pages, vous allez être, je suppose, comme moi, prise dans le charme vénéneux de ce roman, qui est un vrai roman noir, qui peut vous faire penser à David Joy, à Ron Rash, en littérature américaine. Mais c'est bien une voix singulière que celle de Julien Guerville dans ce premier roman. Voilà, on sait qu'on a affaire à un vrai romancier et ça, on le sait dès la première page. Comment vous résumer Amanita en quelques mots ? Vous dire que c'est d'abord la voix d'un homme, Calvin, le narrateur. C'est dans ses pas qu'on va se couler pendant toute la durée du roman. C'est un ouvrier dans une usine de plasturgie et l'odeur de plastique est partout. Ça pue, mais c'est comme ça. On est ouvrier dans cette usine et on doit faire avec. Et Calvin et ses collègues n'ont pas le choix. Ils s'échappent parfois en buvant quelques bières dans un bar, dans un mobil-home, au coin un peu plus loin dans la vallée. Ils vont évacuer les tensions ou chercher un peu d'affection chez les prostituées du coin. Et puis, ils fuient la réalité en gobant les bonbons que Calvin fabrique avec des amanites tue-mouches. Tout va se dérégler dans un équilibre qui était déjà précaire quand la femme du frère de Calvin débarque à sa porte et quand des rumeurs de fermeture concernant l'usine vont se faire jour. Puisque les ouvriers n'ont que ça pour vivre et qu'est-ce qui va se passer pour eux si l'usine ferme ? Mais en même temps, est-ce que ce serait si mal que ça si cette odeur de plastique qui empuantit la vallée s'arrêtait ? Voilà, c'est en tout cas ce qui va nous être raconté dans ce roman, un roman à la fois social et intime, avec des éclats de lumière et en même temps un magma sombre, noir, pesant, dont on a l'impression qu'il est un peu inextricable. Donc voilà, partons à la découverte de ce roman et à la découverte de votre univers, Julien Guerville.
Peut-être qu'on peut commencer par parler de Calvin, puisque tout le roman tourne autour de lui. C'est sa voix qu'on entend, c'est le lieu dans lequel il vit qu'on découvre, c'est son histoire qu'il nous raconte. Peut-être que vous pouvez nous parler un peu de lui, comment vous l'avez imaginé, en quoi il était évident qu'il raconterait cette histoire. Calvin, c'est un personnage que je traîne depuis un moment avec moi, c'est-à-dire qu'il lui est déjà arrivé beaucoup d'aventures dans des petites nouvelles que j'ai pu écrire ou des bouts de romans que j'avais commencé ailleurs. Donc c'était un peu une évidence de commencer avec Calvin et voilà, de le suivre parce que c'était un personnage en final que je connais bien, quoi. Il avait déjà une histoire, donc c'était assez naturel en fait de partir avec lui pour ce premier roman en tout cas. Et justement, son histoire, peut-être que vous pouvez nous en parler un peu. Il a donc un frère qui est marié, lui vit seul avec son chien, il a des amis, il a des gens dans l'usine avec lesquels il s'entend peut-être un peu moins. Il y a tout un univers autour de ce personnage. Ouais, parce que l'ambition au début d'Amanita, c'était d'écrire un roman noir, vraiment un roman noir, mais qui soit très esthétique aussi, donc qui est vraiment une lumière, qui est des odeurs, qui est des bruits, que ça touche vraiment tous les sens. Et du coup, en suivant qu'un seul personnage et écrit à la première personne, ça permettait tout ça. C'était beaucoup plus facile pour moi d'avoir accès de raconter cette histoire-là, de raconter cet univers-là. Et après, je voulais que ce soit un personnage humain, donc forcément, il a des amis, il fallait qu'il ait une vie, donc il a son travail, il a sa famille, voilà, tout ça, c'était pour le rendre humain un peu ce personnage-là. J'avais envie qu'on soit touché, qu'on puisse s'identifier ou alors simplement qu'on puisse se dire ce gars-là, ça pourrait être un copain à moi, ça pourrait être quelqu'un que je connais, quoi. Donc c'est pour ça aussi que je suis parti sur un seul personnage, quoi. C'était vraiment pour le côté humain, quoi, ce côté-là. Tous les personnages qui sont autour de lui, ses collègues ouvriers, ses amis, cette jeune femme qui va se retrouver auprès de lui, la jeune femme qu'il va voir chez les prostituées. Et voilà, tous ces personnages vont à la fois montrer toute une palette de l'humanité, à la fois la solidarité qu'il peut y avoir, et en même temps une sorte d'égoïsme fondamental qu'on ne peut pas qui semble indépassable. Il faut que je survive moi-même si je peux aussi vouloir exister avec les autres. Ouais, ça c'était pareil, c'était le parti pris du début d'écrire un roman noir, donc il fallait qu'il y ait toute cette ambivalence-là, c'est-à-dire de la solidarité et en même temps du conflit. Il fallait qu'il y ait comme cette histoire d'usine au final, c'est ça, l'usine, ça apporte du travail aux gens, c'est ce qui leur permet de vivre, et en même temps, c'est ce qui les détruit, c'est ce qui détruit leur environnement, leur santé, parce que Calvin travaille la nuit, donc ça lui ruine la santé, ça ruine tout, quoi. Et donc c'était vraiment pour être dans les codes, en fait, dans le genre du roman noir, quoi. C'était pour répondre à ce postulat de départ, quoi. Vous disiez, l'usine ruine sa santé en même temps qu'elle lui apporte du travail. Et cette odeur qui est extrêmement présente, on la sent dès le premier paragraphe du livre, dès l'ouverture. Et on va, nous, lecteurs, pas s'en défaire non plus pendant toute la durée du roman. En même temps, j'ai envie de dire, elle est comme un filtre, d'une certaine façon, entre les personnages et le monde. Le monde n'existe qu'à travers cette odeur-là. Ouais, c'est vraiment le seul truc qu'il y a dans cette vallée, quoi. Il y a cette usine-là et les gens qui y travaillent. Après, il y a un petit écosystème qui s'est mis autour avec les prostituées qui sont là et le Nuts, le bar où ils vont boire des coups. Mais c'est vrai que sans l'usine, du coup, qu'est-ce que ces gens vont devenir, quoi? Ça pose un peu cette question-là aussi. Et voilà, c'est des questions aussi qu'on a, nous, au quotidien, quand on écoute les infos, on voit ça aussi. Des usines qui ferment, c'est dramatique pour les gens qui y sont, mais en même temps, comme vous disiez au début, c'est aussi peut-être une bonne chose, je sais pas. Et voilà, c'est ça que j'ai essayé de raconter, en tout cas. En fait, comme tout bon roman noir, c'est un roman de l'ambivalence. L'ambivalence des hommes, l'ambivalence de la situation. Et effectivement, tout au long du roman, on va être toujours entre cette noirceur et cette lumière. Et c'est ce qui fait effectivement que c'est un
très grand roman, pour moi en tout cas. Amanita, c'est aussi un espace géographique, alors très concret, effectivement, on l'a dit, les odeurs, très incarné, et en même temps c'est un lieu assez flottant finalement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix de cet espace particulier? Du coup ça se passe à Pogorn, enfin Pogorn c'est la grande ville à côté, et c'est assez simple, quand j'ai commencé à écrire, j'arrivais pas à écrire dans le monde réel. J'habitais en Cévennes, j'ai essayé de placer l'histoire en Cévennes, ça ne fonctionnait pas, j'y arrivais pas. C'était trop concret, il y avait beaucoup trop de réel en fait. Et un jour, en regardant Batman, j'avais Gotham City et je me suis dit putain c'est ça qu'il me faut. Et je veux un Gotham City. Et donc j'ai créé tout l'univers. Alors c'est immense, hein, c'est vraiment, là on voit qu'un petit bout, mais c'est vraiment très grand en vrai. Avec beaucoup de villes, j'ai plein de petites nouvelles qui se passent un peu à droite à gauche. Et là c'était vraiment facile, enfin, je veux dire, c'était beaucoup plus facile de tout créer plutôt que de s'implanter quelque part. Donc ouais, il y a Pogorn, il y a la vallée de la Besse, il y a le Raok un peu plus loin où ils vont livrer les produits chimiques là, pour les oranges. Et ouais, pour moi c'était beaucoup plus facile et je continue d'ailleurs à écrire sur Pogorn, sur la région, parce que moi j'y suis pas mal. Donc. Voilà, c'est un univers un peu iceberg avec toute une strate qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, et en même temps, ce qui affleure dans le roman, c'est effectivement cette situation autour de l'usine et de ces hommes. Donc voilà. On peut dire peut-être un mot de l'amour, un mot des femmes dans cette histoire. Elles sont là. C'est compliqué, c'est ça. Mais c'est toujours compliqué les femmes dans les romans noirs. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais, il y a de l'amour, il y a tous les niveaux. Il y a l'amour un peu de copain, un peu potage parfois. Il y a l'amour avec sa maman, dont on n'a pas parlé, mais qui est un personnage secondaire qui est important quand même. Sa maman qui perd un peu la tête et qui imagine elle s'appelle Michelle. Elle imagine que Paul McCartney a écrit la chanson pour elle. Et, enfin voilà, elle est un peu délirante. Et voilà, donc elle est un peu touchante. C'est la seule qui, dans cet univers vraiment noir, finalement, c'est peut-être la seule qui est vraiment heureuse, quoi, parce qu'elle est vraiment dans son trip toute seule. Et voilà, après il y a les femmes, il y a la prostituée Nina qui va voir régulièrement. Il y a Kimio donc, qui vient, qui est poète et qui lui raconte sa poésie le soir et qui rapporte un peu de lumière dans tout cet univers un peu noir et glauque parfois. Mais c'est cette poésie que Kimi, effectivement, apporte dans le roman. On la trouve aussi dans l'écriture de Julien Guerville. Vous allez, je pense, vous laisser surprendre par cette poésie noire, par cette intrigue qui vous prend dès les premières pages. Et voilà, je vous invite vraiment à découvrir Amanita. Merci beaucoup, Julien. C'était très chouette. Et puis, à bientôt dans les pages d'Amanita, puis d'un prochain roman. Très bien, à bientôt. Bonjour à tous, on est ravis aujourd'hui d'accueillir Tiffany Gassouk pour nous parler des Pianos perdus de Sibérie, édité et écrit par Sophie Roberts, anglaise et anglophone et donc qui n'est pas là aujourd'hui. Un livre qui est sorti cette semaine aux éditions Calman Lévy et que j'ai adoré évidemment. En deux mots, qu'est-ce qui se passe en été 2015 Sophie Roberts, qui déjà adore le pays et qui est un peu fascinée par la Sibérie, part à la rencontre de pianos perdus. Et donc, comment ça se passe? Elle est en Mongolie, chez un ami. Elle entend une pianiste qui s'appelle Odjerel Sampilonov et elle joue sur un Yamaha demi-queue. C'est une concertiste. Le piano bug un peu. L'ami commun s'agace et dit « Ah là là, mais ce serait bien qu'elle puisse jouer sur un des pianos perdus de Sibérie ». Donc ça fait tilt dans la tête de Sophie Roberts, qui est déjà fascinée par le pays, et qui le prend un peu au mot et qui se met à partir à la recherche de ces pianos. En fait, elle est aidée par un livre de chevet que cet ami lui met entre les mains,
et qui raconte, lui, déjà l'histoire d'un accordeur de piano et d'un pianiste qui apporte de la joie au pays, en fait. Et cet ami commun dit, finalement, ces pianos perdus, si on pouvait les retrouver, ça permettrait d'apporter de la joie à tout le monde. Et donc, elle part. Et elle part dans les traces de Steinbeck, qui lui-même était parti en URSS, dans les traces de Tchekhov, qui avait fait un énorme voyage en Sibérie. On sent vraiment qu'elle met ses pieds dans les pas de ces auteurs qui l'ont précédée. Et en fait, on se rend compte, donc le livre est découpé en 17 chapitres, un prologue, un épilogue, 17 chapitres qui sont à chaque fois autant d'anecdotes qu'elle va raconter, de rencontres qu'elle va faire, de pianos qu'elle va trouver ou pas, parce que parfois elle les retrouve, parfois elle ne les retrouve pas. Et finalement, on se rend compte que ce qui est important, c'est que ce n'est pas tellement le but du voyage, qui est la recherche et la découverte de ces pianos, mais bien le chemin qu'elle fait, parce que ce livre est un chemin. Chacun de ces chapitres, en plus, est précédé d'une carte, ce qui est absolument incroyable, parce qu'on passe des heures à la regarder, et à regarder les noms de villes qui s'égrènent sur la carte. À chaque fois des villes d'ailleurs parfois qui reviennent parce que les voyages, elle repart parfois sur des traces qu'elle a déjà empruntées. Bref, c'est un livre qui fait rêver, qui fait voyager, qui apprend une foultitude de choses autant sur les personnages qu'elle rencontre que sur les musiciens, sur la Russie. Enfin voilà, c'est fascinant. Donc première question, Tiffany, comment est-ce que vous avez découvert ce texte et qu'est-ce qui vous a donné envie de l'éditer en français ? Bonjour à tous. Alors ce texte a été un des phénomènes, une des sensations de la foire de Francfort il y a 4 ans déjà. C'est un agent britannique assez émérite qui le mettait en vente sous forme de, dans le jargon on dit proposal, donc c'est un tout petit extrait d'une 15aine de pages. Et le titre m'avait vraiment intriguée et je me suis plongée dans ces 15 pages qui étaient illustrées de très belles photos de piano sous la neige. Et j'ai trouvé cette matière tellement inédite, tellement exceptionnelle et la langue tout de suite vraiment soignée dans ces quelques pages que ça m'a donné très envie de me lancer. Alors dans ce genre de cas, il faut faire des paris, il faut se positionner sans avoir reçu toute la matière forcément. Et il y a eu de grosses enchères dans de nombreux pays d'ailleurs et nous l'avons remporté. Et je n'ai découvert que l'intégralité du texte 2 ans et demi, 3 ans plus tard parce qu'elle n'avait pas fini toute son aventure à ce stade-là. C'est un livre qui est sorti en mars 2020, c'est ça, oui. En Angleterre. Et dans combien de pays alors en même temps ? Il est sorti, je pense qu'à cause de la Covid, il a été un petit peu reprogrammé, mais il doit sortir en tout dans plus d'une 15aine de langues. Il est déjà sorti dans un certain nombre de pays, puisque je vous raconterai plus tard, mais l'auteur a déjà de nombreux échos des 4 coins du monde de ce livre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le choix que vous avez fait de publier ce livre dans la collection littérature ? Parce qu'en fait, ça ressemble à un roman. C'est les collections qu'on a l'habitude d'avoir, enfin les couvertures qu'on a l'habitude d'avoir chez Calman Levy. Mais ce n'est pas un roman, c'est un récit, même si parfois c'est tellement romanesque qu'en fait on se demande la part d'invention ou de réalité. Alors oui, elle s'inscrit, Sophie Roberts, dans une tendance anglo-saxonne qui existe depuis un certain nombre d'années, qui est très en vogue, c'est la narrative non-fiction, donc c'est le récit littéraire. Et quand j'ai découvert le texte dans son intégralité, j'ai vraiment été frappée par la beauté de la langue. Je trouve qu'elle a une plume vraiment délicate et fine et très poétique. Et je me suis dit que ce livre ne pouvait pas être publié comme un simple document. J'avais vraiment envie de lui donner un habit de velours et qu'il soit aussi présenté comme un ouvrage littéraire. C'est vraiment le cas, je trouve. Et puis comme elle mêle toute une quête esthétique et artistique dans ce livre, j'ai trouvé que c'était cohérent de l'inscrire dans une rentrée d'hiver et de lui donner vraiment une place parmi nos ouvrages les plus littéraires de l'année. Non, mais c'est un livre qu'on va pouvoir mettre à la jonction de la table littérature et la table document et faire la transition. Et c'est ça qui est magique dans ce livre, c'est que c'est un patchwork finalement. On est entre le carnet de voyage, le récit littéraire, le roman, le livre d'histoire, le traité de musicologie. Enfin, elle arrive à allier tellement de choses que ça crée une richesse de matière qui est fantastique. Et en fait, c'est assez marrant parce qu'au début, les pianos perdus de Sibérie, on se demande évidemment quel piano elle va retrouver. Et voilà, et c'est un petit peu le début de l'histoire. Et en fait, très rapidement, on lâche ça parce qu'en fait, ce qui compte, c'est pas tellement les pianos qu'elle va retrouver,
c'est toutes les anecdotes qu'elle va ramasser en allant à la recherche de ces pianos. Et d'ailleurs, elle a une très jolie phrase à un moment, je ne sais plus, c'est une ville où elle se rend, où justement elle cherche un piano, elle trouve le piano, mais elle ne trouve pas l'histoire. Et en fait, c'est presque triste, quoi. Elle préfère raconter des histoires à propos de piano qu'elle ne trouve pas que l'inverse. Donc et puis c'est aussi un livre d'histoire sur la Russie, sur 200 années d'histoire russe, voilà, perçue sous un angle tout à fait inédit, puisque je pense que la plupart d'entre nous ignorent que suite à la révolution de 17 et après quand le régime soviétique s'est installé, les pianos de tous les foyers bourgeois à Moscou ont été kidnappés quelque part et débarqués en plein milieu de la Sibérie, puisque ça symbolisait la bourgeoisie absolue, tout ce qu'il fallait combattre et bannir. Et donc ces pianos d'exception, ces Steinway qui avaient fait des voyages monumentaux pour arriver jusqu'à Moscou, ont été mis au bagne. Et rien que ça, je trouve que c'est... C'est une colonisation par la musique, en fait, c'est un peu ça. Et c'est vrai qu'elle le raconte très bien. On n'en parle pas, mais c'est quand même le but du livre, c'est ça, c'est bien la Sibérie, et qui change vraiment d'image à la lecture du livre, en fait, parce qu'elle le dit très bien aussi, on a l'impression qu'on peut avoir, ou l'idée qu'on peut avoir, l'image de la Sibérie d'un pays désert, vide, symbolisé par le goulag, et puis finalement on se rend compte que non, il y a une richesse culturelle et humaine qui est juste incroyable, quoi. Oui, finalement il y a beaucoup de vie en Sibérie, beaucoup de chaleur humaine, elle est accueillie à chaque fois de manière tellement touchante, et puis elle fait, quand elle découvre cette école primaire dans laquelle il y a, je sais pas, une vingtaine de pianos à queue exceptionnels, il y a un côté délirant, en fait, conte de fées magique. Presque dans cette quête, et c'est étonnant. Et donc ce livre, il fourmille d'anecdotes. On ne va pas les raconter ici, parce que justement c'est vraiment l'objet du livre. Il faut le lire à tout prix, parce que vous allez vous régaler, apprendre plein de choses et rêver. Et quand on le ferme, et on ne racontera pas la fin, parce qu'il y a une fin, on se dit, mais comment elle a pu s'arrêter, en fait? Comment est-ce que ça a pu s'arrêter? Parce que c'est une telle quête qui occupe beaucoup d'années, beaucoup de voyages. Qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce qu'elle a continué à être sollicitée? Est-ce qu'on lui a envoyé d'autres photos? Qu'est-ce qu'il y a après? C'est ce que j'ai commencé à vous dire tout à l'heure. Donc le livre, apparu déjà en anglais, donc a été diffusé à mon avis dans pas mal de pays grâce à cela. Et elle a commencé à recevoir dès la parution britannique un nombre de courriers, d'emails incroyables des quatre coins du monde. Elle ne s'y attendait pas du tout. Et elle s'est rendue compte qu'il y avait des pianos perdus absolument partout. Qui avait des histoires similaires dans beaucoup de continents différents, et notamment en Afghanistan, où elle a prévu d'aller, mais elle a entendu parler d'une histoire qui l'a particulièrement titillée. Il y aurait des pianos perdus dans le Sahara. Donc ce serait son prochain projet, de partir là-bas et d'aller explorer, C'est cette nouvelle énigme musicale, mais ce dont elle n'avait pas pris conscience, c'est à quel point ce livre allait fédérer toutes sortes de profils, et elle est fascinée par l'attraction que les amoureux de la musique développent, et à quel point ça peut fédérer des humains de pays complètement opposés. Et ce livre devient vraiment comme un guide pour beaucoup de personnes, beaucoup d'amoureux d'instruments anciens qui en prennent énormément soin. Et donc beaucoup de livres à venir, en tout cas. On un peut documentaire. Elle a fait tout ce voyage. Elle a passé 158 jours en Sibérie. C'est à peu près 8 voyages. Elle a toujours été accompagnée d'un photographe qui s'appelle Michael Tucker, qui a pris beaucoup de photos. Et voilà. Et photographie somptueuse, il faut vraiment aller sur le site qui accompagne la sortie du livre, qui est incroyable. Qui s'appelle Lost Pianos of Siberia. Mais il y a une traduction française quand on va sur son site. Donc en tout cas, en attendant les prochains pays, jetez-vous sur les pianos perdus de Sibérie. C'est un magnifique récit, j'allais dire roman, mais non, récit, paru chez Kalman Levy, et on lui souhaite une très longue vie. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté toutes ces magnifiques voix. J'espère que grâce aux libraires qui vous ont
donner leur coup de cœur grâce aux écrivains qui nous ont fait l'amitié d'être ici. J'espère que vous avez découvert nos coups de cœur. J'espère que vous avez compris pourquoi nous étions aussi enthousiastes à vous présenter ces 5 livres. Bonne lecture et puis à très bientôt.